Bonjour Emmanuel Bilodeau, comment vas-tu? Hey, très bien, merci toi-même. Bonjour Simon. Merci d'avoir accepté de venir faire l'entrevue sur le podcast. En zone neutre, c'est ça qui est le fun, c'est que des fois on reçoit des humoristes, des fois on reçoit des acteurs, des fois on reçoit des politiciens, puis là ben, on reçoit tout en même temps avec toi. Fait que fait que c'est le fun, tu sais, je veux dire, un invité pour trois sujets quasiment. Oui, On va pouvoir en discuter, mais ben, merci d'être là, c'est vraiment le fun. On s'est rencontrés brièvement là, dans un petit événement virtuel pour où est-ce que je travaille. En fait, tu étais venu nous faire une petite conférence et tout, puis c'était vraiment super plaisant. Donc, tu fais ça souvent, des genres de corpos virtuels avec des entreprises comme ça? ça arrive. C'est arrivé une couple de fois pendant la pandémie, mais pas tant que ça. Je pense que les gens sont pas trop au courant que je fais ça, fait que Mhm. c'est pas mon quotidien du tout. Là, je le fais un peu de façon spontanée. C'était un mélange entre Emmanuel Bilodeau, le comédien, l'acteur, et le boulanger. Donc, tu nous avais fait ta fameuse recette de pain qui t'a rendu si populaire pendant le confinement. Ben, c'est plus Ricardo qui a été rendu populaire par sa recette de pain. Moi, c'est plus ma façon de faire le pain. C'est OK, pas tant ouais. la recette que la façon de faire le pain avec beaucoup de temps et bien plus d'amour pour un pain bien meilleur. Ben, ça, je pourrais en parler des heures, puis tu t'endormirais, man. Ben écoute, premièrement, pourquoi on a un ami en commun puis tout ça, puis on s'est rencontrés à cette occasion-là. Mais techniquement, tu es natif de l'Outaouais. En fait, t'es né à Hull ou à Gatineau? Et écoute, je suis né à Hull parce que Gatineau, à cette époque-là, je pense que ça n'existait même pas. OK. L'époque des dinosaures. Mais je pense que je suis né en fait sur le boulevard Taché. Ben, en fait, ma maison natale est sur le boulevard Taché à Hull. Je pense que c'est dans le vieux Hull. C'est pas trop clair pour moi, Hull, parce que à part d'être un gars d'Hull, là, je sais tout, j'avais 2 ans, puis je suis parti vivre une vie, une enfance bien ennuyante à Sainte-Foy. Non, c'est pas si ennuyant, c'est juste que c'était une autre un peu de banlieue moins active, même que Hull. À l'époque, Sainte-Foy, il n'y avait pas grand-chose à part des champs. Puis on avait une petite maison de banlieue, nous, à Sainte-Geneviève. Fait que Hull, j'ai pas connu ça vraiment. J'ai aucun Mhm. souvenir, mais tous mes frères et sœurs connaissent Hull, puis le vont attacher pas mal mieux que moi. J'ai quand même beaucoup de frères et sœurs, là. J'ai comme 11 frères et sœurs. Ben, dont un qu'on voit plus souvent à la télévision, Maxence, Oui, on va plus souvent, non. Comme tu dis, on le voit plus pantoute. Il a pris sa retraite il y a 1 an et demi, 2 ans déjà. Ah ouais, ok, bon, ben, je savais pas, tu vois, je me souvenais de certains reportages où je l'avais vu, mais Ouais, en ah tout ben cas, je savais pas. Mais parti. en fait, toi, tu as été journaliste aussi quand tu as commencé ta carrière t'étais pour Radio-Canada. Est-ce que tu étais à Ottawa ou tu étais à Montréal? Non, au bout à Montréal, en fait, je rêvais depuis toujours d'être journaliste. Je me pratiquais là comme mes frères. J'ai un frère Julien aussi qui a fait du journalisme à Radio-Canada, à Matane, puis Rimouski, puis envoyé donc. Fait que moi, c'était comme quand je suis sorti de l'école, en fait, de mon cours de droit. J'ai fait mon cours de droit au complet, là. Mais pendant mon cours de droit à l'université, j'étais à plein temps dans le journalisme étudiant. J'adorais ça. J'en faisais une passion, en fait, à l'écriture principalement. Puis quand j'ai quitté l'école, le droit. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada pour travailler l'été. Puis j'ai eu une job à Windsor en Ontario. J'étais vraiment excité, là. C'était fou. C'était la radio à Radio-Canada. Je capotais. Puis mais le même été, j'ai été accepté à l'École nationale de théâtre parce que, tu sais, il y a 20 ans, tu sais, quand tu veux tout faire, là, j'ai tout le temps voulu. Ouais. Moi, je m'intéresse à beaucoup d'affaires. Fait que là, j'ai été accepté en théâtre. Puis j'ai lâché la permanence qui m'était offerte en Ontario. Puis la carrière journalistique, c'était comme ouvert, là. J'avais l'impression que ça se pouvait, que c'était facile. Mais comme si le chemin de mes frères il avait tracé le chemin un peu. Puis c'était moins excitant pour moi que d'aller en théâtre où personne n'était allé. Puis Mhm. voilà, c'est ça que j'ai fait de ma vie. Puis le théâtre, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie? Comme par exemple jouer, là, tu sais, que ce soit comme acteur, comme humoriste aussi, c'est quelque chose que quand tu étais kid, j'imagine, tu voulais faire? Hey, pas tant que ça, comme Ah kid. non? Ben, en fait, en secondaire 1, c'est là que ça a déclenché. J'ai vu un spectacle de ma sœur secondaire 5 qui jouait dans Roméo et Juliette avec Geneviève Rioux puis un des neveux Chouinard. Puis là, j'ai pogné de quoi. Puis là, je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement ça. Je voyais les coulisses. Il y avait tellement l'air d'avoir de la fébrilité, de la camaraderie. C'était vraiment touchant aussi de voir les scènes. J'avais jamais vu ça, une pièce de théâtre d'aussi près. Là, c'était une salle de cégep là, ou de secondaire 5. C'était comme on était dans l'action au bout. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça faire ça. Puis
ça a passé, je me dis que c'était pas pour moi, là, comme plein de monde, ils voient ça à la TV, ils voient ça sur les scènes, ça a l'air donc bien compliqué. Il faudrait qu'il faut être des super-héros pour être sur une scène, ça. Je voyais des humoristes, je rêvais de faire un spectacle d'humour, je faisais ça merveilleusement, mais je savais que c'était pas pour moi. J'étais trop insécure, trop gêné. J'étais pas loin que je bégayais presque, puis je longeais les couloirs un peu, fait que je me disais, c'est certainement pas pour moi. Puis quand j'étais arrivé au cégep, ben, j'ai commencé à cégep Garneau à Québec. J'ai commencé Mhm. à faire un peu d'impro par hasard parce que j'avais un ami vraiment hot qui, soudainement, je m'étais inscrit dans une troupe de théâtre, en fait, juste pour aider au décor avec ma scie sauteuse. J'avais un peu des notions de menuiserie, semi-poche, mais j'avais envie d'être dans les coulisses. Puis finalement, ils m'ont donné un petit rôle parce qu'il y avait tellement de chicanes dans cette troupe-là que tout le monde partait. Fait que j'ai eu un petit rôle, quand même, j'étais pas bon pour faire ça du tout. Puis, bref, j'ai fait des amis là-dedans. Puis tout d'un coup, ils m'ont dit, ben, viens donc faire de l'impro l'année prochaine avec nous autres, t'es drôle. Puis là, ils m'avaient dit que j'étais drôle, je capotais, j'en revenais pas d'être drôle, apparemment. Je savais pas. Puis deuxièmement, ben, j'ai découvert l'improvisation au cégep. Ça a changé ma vie, là. J'ai pris confiance en moi. J'ai fait, mon Dieu, que c'est extraordinaire de pouvoir faire rire des gens sur une scène. J'étais nerveux à chaque fois. Je pensais pas que j'allais survivre au match, mais j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin à travers l'impro, qui a changé vraiment complètement ma vie, là, je dirais. Après ça, j'étais allé à l'Université de Montréal en droit. Aucun rapport. Je me disais quand même, c'est quand même pas une carrière pour moi. Je suis pas assez intéressant, là. Je me disais pas que ça se pouvait que je sois bon en théâtre. C'était trop loin de l'impro, puis c'était une autre affaire. Mais à l'Université de Montréal, je sais pas si tu m'arrêteras si je vais trop loin là-dedans, là, mais Alors, regarde, c'est pour un animateur de podcast, quelqu'un qui parle, là, c'est magique. ok, c'est parfait. Mais tu m'interrompras si tu veux, mais ça me rappelle des bons souvenirs, j'aime ça en parler parce que j'étais arrivé en droit, puis tu sais, je me reconnaissais pas trop dans le monde de droit, les étudiants en droit, c'est un autre genre c'était très sérieux aussi le droit, puis beaucoup de concepts juridiques, mon cerveau était pas formaté pour ça. Tu m'écoutes parler, tu comprendras que le droit, ça m'a aidé là, à me structurer, mais j'étais pas dans mon élément, mais ça m'a permis de rencontrer des amis par hasard, puis tout d'un coup, j'ai rencontré une fille, une bonne amie qui est devenue ma coloc, qui m'a présenté à une fille qui était une grande passionnée de théâtre, qui mangeait le théâtre, qui s'était présentée à l'École nationale 4 ans de suite sans être acceptée. La quatrième année, ça a finalement fonctionné. C'est Sophie Préjean. Puis elle est devenue mon amie. Elle m'a communiqué comme une grande communicatrice. Elle avait 20 ans. Elle était extrêmement en feu. Et le théâtre, ça se faisait. Puis là, elle m'a parlé de l'École nationale. C'était comme la seule affaire qui existait au monde, là, comme s'il y avait aucune autre école. Ouais. On m'a donné la piqûre de l'École nationale, puis j'ai dit, j'aimerais ça essayer. Puis il était trop tard pour moi, j'avais 23, bientôt 24. Puis je me suis inscrit aux auditions pareil. Puis j'ai abandonné l'audition une semaine avant. Non, en fait, j'avais comme oublié que ça existait parce que j'étais dans mon stage en droit, j'avais pas le temps. Puis une semaine Mhm. avant l'audition, je me suis réveillé, j'ai fait, hey, come on, là, t'as la chance d'avoir une audition dans une école de théâtre, essaye-toi. Puis j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, qui connaissait quelqu'un qui peut un peu me donner la réplique, qui n'était pas une actrice, mais qui connaissait un peu les rudiments de ça. Je l'ai formé pendant 3 fois. On s'est vu 3 fois une demi-heure sur l'heure du dîner parce qu'elle travaillait. Puis on était vieux, là, par rapport. Puis là, on a fait l'audition à l'École nationale du théâtre, puis ça a marché. T'en Ah reviens ouais. pas. T'en reviens pas. Ben, Sophie Préjean, en plus, qui est maintenant présidente de l'Union des artistes, tu sais, puis quand tu parles de elle à tes débuts, ben, maintenant, on comprend peut-être mieux pourquoi elle est dans ce rôle-là, parce qu'elle est tellement passionnée par le métier, j'imagine, tu sais. C'est Fait, rare. fait que c'est le fun de voir une anecdote comme ça où est-ce que, bon, une jeune Sophie Préjean est tellement à son affaire, puis tout ça, puis là, tu la vois aujourd'hui présidente de l'Union des artistes, fait que je pense qu'il y a un lien à faire peut-être là. C'est vraiment le fun. Vraiment, puis Donc, en plus, à l'époque, excuse-moi, juste une petite parenthèse, ben Sophie ouais. n'avait pas le temps de m'aider à me préparer pour mes auditions. Puis elle m'a dit, ben, je connais quelqu'un qui est à l'École nationale déjà, qui a 17 ans, 18 ans maintenant, après, une jeune actrice qui est vraiment super après de former. C'était Valérie Blais. Fait que, avec Ah Valérie ouais, ok. Blais, ben, quelques semaines avant, j'avais fait, un mois ou deux avant, j'avais fait des auditions pour le conservatoire. Puis Valérie Blais m'a aidé quelques fois aussi avec Fabien Dupuis, qui était son... c'est pas Fabien Dupuis, non, mais Valérie Blais m'a aidé pour faire mes auditions, puis ça n'a pas fonctionné au conservatoire, mais ça a fonctionné après à l'école. En tout cas, bref, je te raconte pas tout, c'est trop ennuyant, mais c'est comme Valérie Blais a été très déterminante dans mon parcours, puis elle est devenue humoriste à un moment donné, puis elle m'a Ben aidé ouais. à faire mes débuts d'humoriste aussi.
Ah, c'est vraiment le fun, ça. Ben, c'est ça, c'est drôle parce que tu dis que, bon, t'as commencé l'impro, tout ça, avant d'aller en droit, puis tout ça. Donc, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent peut-être que toi, t'es devenu humoriste, tu sais, quand t'as fait ton animation puis tes numéros à Juste pour rire, mais en fait, l'humour dans ta vie part de beaucoup plus loin que ça, là, tu sais. Je me souviens de t'avoir vu c'était à la LNI ou c'était ouais, c'était à la LNI, mais il y avait aussi, c'était quoi donc, voyons, l'impro, le mondial d'impro ou le national d'impro, ça se peut-tu? Est-ce que tu as participé à ça? Ouais, ça se peut. Tous ces noms-là me disent vaguement de quoi c'est ma blonde ou moi qui a participé. Ma blonde a fait beaucoup, beaucoup d'impro aussi. C'était toute sa vie, là. C'est un lien qui nous unit très fort aussi. Mais j'ai commencé à m'intéresser à l'humour dès la pré-maternelle, je dirais, dès la maternelle, dès la première. Je me souviens encore de petites jokes qui faisaient rire mes voisins, mettons, puis ça me remplissait de bonheur parce que Ah ouais. déjà comme enfant, plus jeune d'une famille de 12, il y avait tellement de bruit puis d'action dans ma famille, puis il y avait tellement d'humour aussi que si moi je réussissais à faire une joke premièrement que les 12 allaient entendre puis qu'ils allaient rire, c'était comme un exploit parce que parler dans cette famille-là, c'était difficile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle, je suis pas interrompu, je suis toujours un peu surpris. Puis j'ai envie pas d'être interviewé puis de pas être interrompu à chaque 2 secondes parce que c'est ça dans la famille. Puis c'est encore ça que je vis à cause de ma petite de 3 ans. Puis les enfants, 10 et 13, puis ma grande. Tu sais, c'est intense, là. On n'arrive pas à placer un mot, ma blonde et moi. Fait que c'est cool de faire des entrevues pour ça. On peut se rappeler des souvenirs. Puis ça fait rire. Ça a tout le temps fait partie de moi, que je le veuille ou non. Puis c'est une affaire que j'adorerai jusqu'à ma mort. J'imagine que c'est pour ça que tu as un delivery rapide, hein? Parce Ouais, que tu veux placer tous les mots que tu peux dans la période de temps que tu es alloué. ouais. J'ai pas confiance d'abord que ça va être intéressant. Fait que je le dis vite. Puis Ouais. deuxièmement, c'est ça. Je me dis, si j'ai un moment pour vous parler, c'est maintenant, puis go. Mais ça fait que des fois, ça fait que si je parle ben trop, c'est ben trop long et compliqué. Fait que, Ben moi, je te trouve super intéressant. Fait que continue comme ça fait mon merci, bonheur. là. T'as joué plein de rôles, que ce soit au théâtre, au cinéma, même bon, comme humoriste maintenant, puis bon, tu continues ta carrière. Mais dirais-tu que le rôle que tu as joué quand tu as interprété René Lévesque est probablement un des plus grands rôles que tu as joué dans ta carrière? Ouais, je dirais que c'est le rôle, en tout cas, le plus important dans ma carrière parce que, puis tu sais, quand tu le fais, quand tu le vis, t'as l'impression qu'il va en arriver d'autres, des rôles comme ça, mais malheureusement, ça arrive Mhm. pas à tout le monde, ça arrive pas à chaque année ou à chaque même 10 ans, des rôles comme ça, une responsabilité comme ça aussi intense. Tu sais, c'était anglais-français. Premièrement, j'étais pas bilingue, puis j'ai dû apprendre l'anglais, puis essayer de le faire bien maladroitement à ma façon, puis que René Lévesque parlait mieux anglais que moi, je l'ai parlé dans le tournage en anglais, mais tu sais, c'est un Mhm. double shooting qu'on appelle, fait que chaque scène, chaque plan, on les fait anglais-français, anglais-français. Ah ouais, hein? Un travail monumental, déjà, juste ça, mais de jouer l'homme politique que j'admirais le plus, Mhm. c'était vraiment extrêmement de pression que je me mettais aussi, puis c'était vraiment un gros défi, puis juste d'avoir ce rôle-là, c'était fou raide, là, puis de le faire, puis de faire ça pendant 2 saisons complètes, puis Mhm. plusieurs dizaines de jours de tournage à chaque fois. C'est un défi que j'offrais parce que j'aime tellement ce métier-là, puis c'est tellement agréable de faire ce métier-là quand tu as des gros défis, puis quand ça va bien. Mais ouais, j'aimerais ça en avoir d'autres, des défis comme ça. J'avoue, comme acteur, là, c'est merveilleux. Mais ouais, Est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'interpréter quelqu'un qui est comme aussi médiatisé? Tu sais, je veux dire, René Lévesque, c'était les années 80, début des années 80, tu sais, 70-80. Puis bon, ça commençait, je pense que les gens commençaient à s'intéresser beaucoup plus à la politique dans ce temps-là, peut-être. Puis bon, il y avait de la radio, il y avait de la télé à ce moment-là, donc des archives et tout ça. Est-ce que c'est plus difficile d'interpréter quelqu'un qui a déjà, tu sais, qui a déjà vécu dans nos écrans, si on veut, là? Je sais pas si tu comprends la question ouais, un ouais, peu. complètement. Puis surtout Hein? contemporain, en fait, il y a plein de gens encore vivants au moment où c'est diffusé. Ouais, ouais, ouais. Plein de gens sont capables de critiquer, de dire c'est pas comme ça que ça s'est passé, qu'il était pas Mhm, comme ça. Tu sais, il y a vraiment, c'est comme encore plus de pression et beaucoup plus de chances de se la péter solide que si c'est Jacques Cartier ou d'Iberville qu'on n'a aucune idée trop il y a pas d'image, il y a pas de vidéo, il y a rien. Mais mhm, oui, c'était comme un défi. J'ai pas eu trop envie de penser à ça parce que c'est déjà assez exigeant et vertigineux. Juste moi, mon rapport intime avec lui, je me mettais beaucoup de pression. Si en plus j'ai commencé à penser à l'amour que les Québécois avaient pour René Lévesque, puis la mhm, série numéro 1 qui s'était un peu cassé la gueule. Donc, si on en refait une deuxième, ça a besoin d'être bon. Tu sais, puis moi, je me disais, bon, j'étais déjà critique par rapport à cette série-là que je faisais, la production de tout ça. C'était commandé par Toronto, qui voulait une mhm. série en 2 langues. Le réalisateur de la saison 1, c'était un anglophone de Montréal, mais quand même, je me disais, pourquoi?
que c'est Ouais, ça. ouais. J'aurais aimé une All-Star team francophone là, au bout. Puis le réalisateur qui m'a auditionné pour cette série-là, que j'adore maintenant, Giles Walker, je sais même pas ce qu'il devient, mais lui, il m'a même pas posé de questions à la première audition sur pourquoi j'aimerais jouer ça. Il m'a juste fait auditionner, puis il m'a dit merci beaucoup, au revoir. Là, moi, j'étais en beau fusil quand je suis sorti de là, pour ne pas Tu dire en devais fait. pas t'attendre à avoir le rôle quand tu te fais juste dire ça comme ça, j'imagine. Forcément, je m'attendais pas à avoir le rôle parce que je pense, tu sais, on pense jamais à ça. On Hmm. aimerait ça, mais c'est comme tellement utopique. Mais j'étais comme surtout fâché contre lui. J'ai dit, toi, dude, là, qui anglophone de Montréal ou de whatever, je savais pas trop t'étais qui. Est-ce que toi-même, tu le connais, René Lévesque? Est-ce que tu fais cette série-là pour les bonnes raisons? Est-ce que tu as Mhm. tout à dire à travers ça? Est-ce que tu sais ce que je suis? Est-ce que tu t'intéresserais à savoir ce qui représente René Lévesque pour moi? Puis j'ai Mhm. comme garoché ça, j'ai fait, clairement, je l'ai pas le rôle, fait que, hey man, avant que je m'en aille ici, juste que tu saches que moi, René Lévesque, pour moi, c'est hyper important. C'est un homme que j'admire profondément et dont je partage la plupart des convictions, sa façon de parler, sa façon poétique de s'exprimer, pour moi, c'est magique. Il y en a pas beaucoup des gens comme ça qu'on rencontre dans une vie. Des politiciens comme ça, il y en a pratiquement jamais eu. Et c'est super important. J'espère que tu t'en rends compte puis que tu es conscient de ce que tu as entre les mains comme projet, mon esti de zouf. Puis finalement, ça s'est avéré un gars formidable qui avait un grand respect pour l'homme puis pour le travail qu'il avait à faire aussi. C'est quand même drôle, hein, un projet qui vient comme ça de Toronto, mais Ouais. tu sais, puis c'est tellement contradictoire avec, tu sais, qui était René Lévesque puis ses valeurs. Moi, il était Donc très c'est aimé, assez spécial. malgré tout. Il était respecté dans le Canada anglais, René Lévesque. D'abord, il parlait Mhm. bien anglais, il était respectueux, il s'exprimait bien, il a fait des voyages dans certaines provinces à un moment donné dans sa carrière, puis les gens l'accueillaient toujours avec beaucoup de bonheur, parce qu'il était vraiment très, très, très éloquent et très, très respectueux. Surtout pour les journalistes, j'imagine, parce que c'était quelqu'un qui s'exprimait très bien, comme tu dis. Donc, tous les politiciens bons communicateurs qui sont pas nécessairement en train de répondre avec la cassette, comme on dit, habituellement sont généralement respectés, je pense. Ah, ça doit, c'est vrai que ça devait Ouais. être bonbon de découvrir René Lévesque, parce qu'il avait l'heure juste, puis oui, il était pas du tout condescendant, mais il était très critique par rapport Mhm. aux journalistes, parce que il avait été journaliste lui-même et très rigoureux. Il acceptait aucunement que les journalistes lui fassent dire des choses qu'il n'avait pas dit ou qui travestissent un peu ses propos par du sensationnalisme. Ça le mettait en beau fusil. Puis, je Mhm. sais pas si on va me poser la question, mais je l'ai rencontré à un moment donné, moi, dans la vraie vie, René Lévesque, Ouais. bien avant tout ça, bien avant d'être un comédien. J'étais un jeune journaliste à la presse, puis j'avais réussi à avoir une entrevue exclusive avec lui. J'avais 21 ans, j'étais bien énervé, j'avais de la misère à respirer. Fait que je l'ai croisé, le rendez-vous, c'était dans un couloir à TVA pour parler d'une émission de télé qu'il animait juste avant sa mort, en fait. Après Ah ouais. son retrait de la politique, puis ça s'était tellement bien passé au final parce que j'avais tout enregistré. Parce qu'au début, je prenais des notes, puis les notes, je n'étais pas capable de lire. Je lisais, puis j'écrivais, puis je suis pas capable de lire ce que j'écrivais. Puis Mhm. il me parlait, puis j'ai René Lévesque me parle à moi, tout seul. Puis là, j'étais là comme je faisais des ronds comme un cave. Puis Ah ouais, hein? je peux-tu m'asseoir 2 secondes? Puis là, j'ai enregistré. Puis bref, j'ai fait des articles dans le journal après, puis il a rappelé le rédacteur en chef après ça pour me parler à moi d'un autre sujet. Il voulait que ce soit moi qui le rappelle. D'entre tous les Ah journalistes, ouais. il aimait plus les journalistes, mais il a vu un jeune sympathique relater ses propos à la virgule près. Là, j'étais super rigoureux. Mhm. J'étais un étudiant en droit quand même. Tu sais, j'étais comme vraiment. Ah ouais. Puis il a apprécié ça au bout. Puis j'ai vraiment eu un rapport avec lui avant même de le jouer. Puis avant même qu'il Wow. quand même capoté. Wow, c'est toute une anecdote. Puis en plus, ben, ça t'a probablement permis peut-être, tu sais, inconsciemment tu sais, de bien le personnifier parce que tu savais comment il agissait, comment il bougeait, etc. Là. L'avoir Je- rencontré, ça m'a dédouané, ça m'a déstressé. J'avais l'impression d'être entré en contact intime avec lui, mais aussi, il faut dire que dans l'histoire, si j'ai réussi à avoir une entrevue avec lui, c'est que je connaissais full bien, super bien, son neveu, qui était identique à un petit chauve Ah brillant, ouais, qui a été le chum de ma sœur, une de mes grandes sœurs aînées, pendant 15 ans, qui était le père de ses 2 enfants. Fait que OK. lui, c'est comme je connaissais René Lévesque de l'intérieur pendant 15-20 ans, avant de le rencontrer puis de tout valider ces informations-là. Ça m'a décomplexé, en fait. Je me dis, hey, je le connais quand même. On dirait que je le connais, je le comprends. Ah ouais. Il y avait un parcours aussi d'intérêt. Il était très intéressé par le droit. Il a fait des études de droit. Il a fait du journalisme à Radio-Canada. Moi, j'en avais fait aussi. Il a fait des études en sciences politiques. Moi, la science politique m'intéressait vraiment beaucoup. Fait que tout ça fait que je me disais, ben, je suis pas plus cave qu'un autre. En plus, quand je parle, ben, c'est pas long. Un petit peu que rapidement, je deviens un peu, tu sais, ma voix est Mhm. raillée. Puis
c'est fou comme ça peut facilement y ressembler sans aucun effort. Fait que Ouais. ça m'a comme décomplexé. Ouais. Wow. Ah, c'est vraiment le fun d'apprendre tout ça. C'est vraiment le fun. Pour le jouer à son âge maintenant, que j'ai 56 ans, je me dis, hey, ce serait le temps de faire un film avec René Lévesque, un vrai long métrage, là. Puis là, je serais Mhm. vraiment au maximum de mes capacités pour jouer. J'aimerais ça. Peut-être que j'aurais Ben, écrit ça. tu vois, c'était une de mes questions. T'as Ah ouais, joué hein? beaucoup de rôles, puis t'as joué plusieurs types de productions, tu sais, que ce soit au théâtre, que ce soit même à la télévision. T'as joué dans des comédies, t'as joué dans des dramatiques. Ce serait quoi le rôle de ta vie après, tu sais, sachant que t'as joué René Lévesque, est-ce que ça serait ça? Ce serait de rejouer René Lévesque? Ben, écoute, je l'ai faite, mais ce que j'aimerais, c'est que pour la postérité, c'est de participer à un long métrage d'un scénario béton, un scénario extraordinaire, puis il est pas écrit, puis c'est pas moi qui va l'écrire. J'ai pas Mhm. ce talent-là, mais j'aimerais ça. Mais ce serait comme un peu de la redite dans mon cas, parce que je l'ai déjà joué, Ouais, mais ouais. je pense que ce serait vraiment merveilleux pour l'histoire du Québec d'avoir un long métrage de 2 heures tête avec René Lévesque dans une autre vision complètement du personnage, là, puis aller vraiment au fond de la caisse avec ça, puis ce serait un beau leg. Mais comme rôle, j'en rêve plus vraiment de grands rôles merveilleux. Je rêverais surtout de jouer encore, puis à chaque Mhm. fois de rencontrer des gens, puis de faire mon petit bonhomme d'artisanat, mon petit bonhomme de chemin dans cet artisanat-là qui est plus, pour moi, proche de ce que je fais. C'est des rencontres, puis du plaisir à jouer, puis à se faire croire des choses, puis mais équilibré parce que tu sais avec 4 enfants, c'est aussi le rôle Ouais, de ouais. père que j'embrasse le plus vigoureusement, même si c'est très exigeant puis ça donne pas beaucoup d'estime de soi puis tu retrouves pas beaucoup de choses maintenant qui te font aller tant que ça mieux. C'est pas du tout l'ego qui est nourri par avoir des enfants à la maison, mais c'est quand même un travail sous-estimé et extrêmement important quand même qu'il faut faire. Ouais. Ben, je te comprends, je suis moi-même Ah papa, ouais? puis la reconnaissance, elle vient pas avec des trophées Ah, il y a, habituellement. il y a pas de gala pour ça. Il y a Yeah. ramasse un C'est- dos. Puis là, hey, papa, merci, t'es un père merveilleux. Ça Ouais, arrive non. quand même, mais tu sais, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais ça serait cool des fois un peu. Ouais, on va se faire un gala, je pense, on va partir Ah ça, non, le gala toi et des moi. Le gala des pères qui font autre chose aussi dans la pères à vie, bout. tu sais. C'est ça. En 2013, si mes recherches sont bonnes, on te demande d'animer ton premier gala juste pour rire. Ça vient comment tout ça? Parce que bon, tu faisais pas nécessairement de stand-up à l'époque, j'imagine. Donc, ça vient comment cette idée-là là, qu'on te confie un gala à ce moment-là? Ben, mon premier numéro d'humour, c'était en 2011. Ah Mais ouais, c'était OK. 2 ans avant ça. Puis ça m'a comme mis sur la map parce que j'ai gagné le prix du meilleur numéro d'humour de cette année-là. Est-ce que c'était le numéro ou est-ce que tu traduisais en anglais? Celle-là encore, C'était pas celui-là? OK. non, ils appelaient ça le politicien. C'est un numéro où je commençais en disant que j'étais vraiment gêné d'être là, puis je finissais en René Lévesque, justement, en, OK. en parlant vraiment c'est vraiment un discours politique, en fait, que j'ai fait avec des apartés. Ça, c'était comme une formule qui a duré, c'est un numéro de 11 minutes, alors que Gilbert Rozon voulait que j'en fasse juste 7 parce qu'il était trop long. Fait Ah que moi, ouais. j'étais vraiment fier d'avoir tenu mon bout, d'avoir fait 2 fois 11 minutes, 2 soirs de suite. Puis ça a lancé mon affaire de My God. Je voulais faire rire une crowd, une foule qui était là pour rire. J'ai réussi à les faire rire. Ils se sont levés avant même que je dise le dernier mot du numéro. Ça a bien marché. J'ai gagné un prix puis tout. Pourquoi pas continuer dans le fond? Fait que là, c'est de Mhm. là que ça a comme c'est devenu une espèce de drogue dure de continuer dans cette voie-là, puis de éventuellement être approché par des producteurs qui voulaient faire un one-man show avec moi, puis j'étais vraiment, je capotais, là, c'est comme un rêve. Puis j'ai fait, OK, parfait, super, je vais faire un one-man show, puis j'ai fait une tournée à travers le Québec, puis ça a été vraiment merveilleux. Puis Mhm. de là, ben, j'étais en train d'écrire un deuxième spectacle avant Ah. d'être trop vieux pour faire de la tournée, ben j'ai des enfants maintenant, ma dernière, elle a 3 ans et demi. Je peux repartir en tournée tranquillement, là, si les salles peuvent rouvrir, ben, d'ici, mettons, je vais faire du rodage dans les prochains mois, si tout va bien, puis une première peut-être dans un an et demi, quelque chose de même. Ah, ben tabarouette, écoute, je te lance l'invitation. J'anime 2 soirées en Outaouais, donc si tu Ah veux ouais, faire hein? un peu de route, ça serait J'aimerais vraiment le fun. Je te j'aimerais fais ça, une place, c'est certain. je peux y aller à Gatineau, j'ai une date, là, à un moment donné, en septembre ou octobre, je suis pas trop sûr. Pour OK. aller, je sais pas où, en fait, là, tout ça est jamais clair, là, ça change à chaque seconde, mais, Ouais. ouais, j'aimerais bien ça aller dans un bar roder numéro 2, mais tu sais, ce deuxième show-là, je le veux plus, pas tant morcelé par numéro efficace que comme juste 1 heure et demie de partage de vie,
avec toute mon insécurité puis ma folie pour que les gens passent une bonne soirée. J'ai moins d'ambition qu'à mon premier show. Je me disais, c'est sûrement le dernier. Sûrement que je serai plus jamais sur scène. Fait qu'il faut que je dise tout puis que je règle tout. Que je me donne être drôle à chaque seconde. Là, je me donne plus cette pression-là. Je partage ma vie, ma vision de la vie. Puis j'espère que ce sera pas trop long puis que ça va être assez drôle. Un gars comme toi qui a fait de l'impro, par exemple, donc des numéros non scriptés et qui est acteur aussi, où est-ce que tout est scripté, où est-ce que tu vas chercher ta balance quand tu écris tes numéros? Est-ce que c'est vraiment scripté de A à Z ou tu te laisses un petit peu de place d'impro dans tes numéros? Ouais, il y a des numéros que j'écris qui sont des anecdotes que j'ai vécues que j'ai pas rodé encore puis ils sont pas écrits, ils sont juste comme j'écris des grandes lignes à peu près là puis je me dis bon ben j'aimerais raconter ça parce que je l'ai vécu puis ça m'a fait capoter puis je me dis que ça va s'écrire tout seul un peu. Ouais. Puis des fois tu te pètes la gueule en faisant ça mais au moins c'est intéressant. Mais bon, si l'anecdote tu juge intéressante et pertinente, ben ça va, au moins il y a ça comme qualité. Puis éventuellement au fur et à mesure des rodages, ben tu te dis OK, je la fais plus ou ben donc je l'ai comme un peu plus écrit, fait que puis je vais toujours me laisser une part d'impro dans tout. Si j'écris un show, c'est vrai que des fois moi je travaille beaucoup avec les mots puis les sonorités puis des fois des jeux de mots puis des fois pas. Que des fois il faut que je m'en tienne au texte un peu puis que je l'apprenne bien, sinon ça peut dérailler parce que comme tu me vois bien, je pourrais partir sur des affaires longtemps, mais c'est pas nécessairement drôle puis tête, on veut quand même ça dans un show d'humour. Fait que c'est un mélange des deux, je dirais. Il y a comme peut-être un 10% d'impro, puis il y a plein de mots qui vont changer, mais grosso modo, je vais avoir quand même une bonne idée de ce qui va se dire, tu sais. Un gars de théâtre, par exemple, qui commence à faire de l'humour, est-ce qu'il y a le syndrome de l'imposteur au même titre que l'inverse quand un humoriste devient acteur, par exemple? Ouais, sûrement. Je me trouve vraiment poche. Souvent, je regarde mon texte avant d'entrer sur scène, et je fais, mon Dieu, c'est pas bon. Puis je me dis, aïe, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Puis il y a tellement des... Faut pas que je regarde trop les autres humoristes parce que je me sens rapidement pas dans le game, trop si, pas assez ça. Puis je fais, mon Dieu, qu'ils l'ont donc. Eux autres, le sens de rester calme, compter bien les anecdotes, puncher. Moi, je suis là comme les baguettes en l'air, je dis, je bombarde des gens de mots, puis des fois, ils n'arrivent pas à toutes les entendre, puis à tout suivre. Puis c'est comme ça que je vois ça aussi un peu des fois. C'est-à-dire que je suis comme ça, j'essaierai pas de me changer. C'est ma seule, je dirais que c'est mon seul atout, c'est d'être différent ou d'être très authentique. Il y en a d'autres qui sont comme ça aussi, mais qui sont plus en contrôle. Moi, je vais pas faire semblant, je vais pas faire semblant que je suis en contrôle. Je le suis pas. Je suis gêné, je suis content d'être là. Je t'invite que les gens soient déplacés pour me voir. Ça m'énerve, je vais pas le cacher, puis ça va être ça. Puis c'est à prendre à laisser un peu, sinon je suis pas bien. Je suis pas heureux d'être là. Je vais pas faire semblant que je suis un humoriste de métier, puis que je sais donc quoi faire pour faire rire. Puis j'attends même que ça arrive à telle place. Je sais que j'écris un punch là qui est très drôle. Et puis là, ça arrive, là, t'es content. Mais tu sais, j'aimerais ça être capable de faire ça un peu des fois, mais j'ai pas. Mais tu sais, bon, écoute, moi je suis humoriste peut-être pas de profession, là. Je fais ça un petit peu à temps partiel parce que j'adore ça, mais je pense qu'on a tous ce sentiment-là avant de monter sur scène que, mon Dieu, sont tous plus drôles que moi, puis shit, ça va fonctionner, mais c'est comme ça pour tout le monde. Tout le monde dans un bar, là, faut pas que j'aille là trop, parce que si je passe en dernier, mettons, parce que je suis connu, c'est plus facile, là, on va te mettre en dernier, t'as un nom connu par rapport aux jeunes humoristes qui commencent. Ça, c'est une erreur, là. Je vais demander qu'ils me mettent en premier parce que ils m'impressionnent trop, les jeunes, là, ils sont en feu, ils font ça toute la journée, toute la semaine, leur numéro, ils savent sur le bout des doigts. Moi, j'arrive là avec mes feuilles, je m'excuse un peu d'être là, je fais, il était bon l'autre, puis je sors de mon texte, beaucoup trop, puis là, je sais même pas si mon texte est bon, je l'ai comme pas vraiment fait. Fait que, faut pas que je fasse ça, là. Ah, je comprends tellement. Je comprends tellement de quoi tu parles. Hey, Emmanuel, merci beaucoup pour vrai le temps que tu m'as accordé. Je trouve ça vraiment le fun. Tu es tellement captivant. Tu as tellement de métiers. C'est vraiment le fun. Puis écoute, l'invitation que je t'ai lancée est bonne, puis c'est véridique. Donc, si ça te tente. On se parlera de un moment donné. Oui, j'adorerais ça, écoute. Puis en plus, on pourrait prendre une bonne bière ensemble. Donc, je vais prendre une bière sans alcool parce que je conduirais tout de suite pour rentrer à la maison. Ben, il n'y a pas de problème. Écoute, la consommation, tu choisis, ça, c'est pas un problème. Encore une fois, merci, Emmanuel. Puis c'est vraiment le fun. Puis on te suit dans tous tes projets, dont l'écriture d'un deuxième spectacle. C'est certain qu'on va aller voir ça. Merci encore d'avoir pris le temps de nous jaser. Bon, à la prochaine. Là. Merci, salut. Salut.